À 6h42, le 26 juin 1944, toute la crête nord de Saipan trembla sous l'impact d'une déflagration si violente que les marines américains, postés à près d'un kilomètre de là, crurent que les Japonais venaient de faire sauter l'île entière. Ils se trompaient. Et surtout, ils n'avaient aucune idée de ce qui venait réellement de se produire. Sous leurs pieds, au cœur d'un labyrinthe de souterrains gigantesques, 3 niveaux de galeries abritant plus de 4200 soldats japonais, un seul point vital venait de céder. Un goulet rocheux d'à peine 48 mètres, pivot du réseau, s'était effondré sur lui-même. L'air ne circulait plus. Les voies d'approvisionnement venaient d'être sectionnées. Et un effet domino, brutal et incontrôlable, s'apprêtait à déchirer la plus vaste structure défensive jamais construite par l'armée impériale dans les Mariannes. Le plus étonnant, ce n'était pas l'effondrement. C'était la personne qui en était à l'origine. Une jeune technicienne radio de 24 ans, membre des Waves de la Navy, elle n'avait jamais tenu un fusil, jamais mis un pied en zone de combat et encore moins reçu la moindre formation sur la guerre souterraine. Elle s'appelait Eleanor Reeves, et sa découverte venait d'un détail que personne n'avait jugé digne d'intérêt. Un écho irrégulier, long de 0,16 secondes, dissimulé dans une transmission japonaise que d'autres avaient déjà classée comme simple parasite. Quelques heures plus tôt, tandis que la 4e division de marine se faisait hacher sur les crêtes de l'ouest et que la 2e division tentait d'arracher la colline 724, Eleanor travaillait dans une petite salle d'écoute surchauffée à bord de l'USS Maryland. Autour d'elle, des piles de messages ennemis que l'on avait déjà catalogués comme du bruit sans valeur. Pour la plupart des opérateurs, ce n'étaient que des grésillements produits par les faibles radios type 94.6. Mais elle entendait autre chose. Elle repassa la même séquence encore et encore, jusqu'à isoler une pulsation répétitive enfouie sous le morse éraillé. Ce n'était ni un code, ni un opérateur japonais tapant nerveusement. C'était un écho de pression, imperceptible mais bien réel, une résonance qui n'aurait pu exister que si l'onde sonore avait rebondi dans une cavité souterraine étroite. Un écho qui revenait toutes les 0,16 secondes avec une précision inquiétante. Cette seule anomalie lui révéla ce que personne n'avait compris. Le réseau japonais n'était pas un enchevêtrement chaotique de tunnels, mais une construction géométriquement pensée, presque mathématique. Pendant ce temps-là, à la surface, plus de 14 000 Marines se battaient au corps à corps sur une île de tout juste 15 miles de long. Saipan, avec ses crêtes de corail et ses roches volcaniques, n'était qu'un labyrinthe à ciel ouvert. Mais sous cette peau minérale se trouvait la vraie menace. Plus de 32 kilomètres de galeries, de magasins d'armes, de postes de tir, de systèmes de ventilation et de casernes enterrées. Les renseignements estimaient qu'il restait peut-être 1000 ou 1500 Japonais là-dedans. La réalité était presque 3 fois supérieure. 400 ou 200 hommes tassés dans des chambres de pierre où chaque fluctuation d'air pouvait condamner ou sauver une unité entière. Et les Américains n'avaient aucune idée des points vitaux du système. Les ingénieurs avaient tenté des sondages sismiques, sans succès. Les démolitions avaient visé des entrées supposées, sans résultat. Et chaque heure, des infiltrateurs japonais jaillissaient de sorties invisibles pour attaquer puis disparaître aussitôt. L'île saignait et le temps jouait contre eux. Et Eleanor, elle, ignorait tout cela. Ce qu'elle connaissait, ce étaient les chiffres. Elle savait que la vitesse du son, dans un air à 31 degrés et saturé d'humidité, changeait sensiblement. Elle savait qu'une résonance de 0,16 secondes correspondait à une séparation de 48 à 52 mètres. Et que pour qu'un écho revienne avec un taux de décroissance identique, il devait s'agir d'un carrefour de tunnels, pas d'un simple conduit rectiligne. Et un carrefour signifie un goulot d'étranglement, un lieu où se rejoignent 3 galeries ou plus, où circulent l'air, l'eau, les troupes. Un point où, si tout cède, le réseau entier implose. À 7h18, elle avait refait ses calculs 9 fois. À 7h26, elle associait une légère variation de fréquence à la présence d'au moins 2 conduits de ventilation ouverts. À 7h43, elle détectait un étranglement de 1,4 mètres, véritable amplificateur de pression. À 8h02, elle comprenait que les Japonais venaient d'exposer malgré eux la signature respiratoire de leur forteresse souterraine, un motif que personne d'autre n'avait su repérer. Un motif qui menait à un seul point vulnérable caché sous les crêtes du Nord. Le problème, ce n'était pas la découverte. Le problème, c'était de convaincre quelqu'un d'y croire.
4 officiers de Marines avaient déjà rejeté les cartes non confirmées. 2 ingénieurs de la Navy balayèrent son rapport, parlant d'interférences atmosphériques. Pourtant, à ce même moment, le 23e régiment annonçait des pertes lourdes causées par des tirs invisibles. L'armée impériale préparait une sortie massive des tunnels pour la nuit, une charge suicidaire capable de renverser plusieurs régiments américains. Chaque minute comptait pour des vies. Hélène Lanard insista. Elle montra les courbes d'amortissement de l'écho. Elle projeta les délais d'effondrement du flux d'air. Elle traça les rapports géométriques entre les intervalles harmoniques et le diamètre des tunnels. Elle expliqua comment un nœud de 48 mètres pouvait être le point où se rejoignaient 3 artères majeures du réseau. Et elle démontra que si ce nœud venait à céder, la pression interne de tout le système s'effondrerait en moins d'une demi-heure, entraînant des ruptures secondaires dans les chambres avoisinantes. Un silence lourd tomba dans la pièce. Pour la première fois, les officiers comprirent ce que ces chiffres signifiaient réellement. Un seul explosif, placé au bon endroit, pouvait accomplir ce que 4 jours d'assaut n'avaient pas réussi à faire, briser la colonne vertébrale de la forteresse souterraine japonaise, et empêcher une contre-attaque de plus de 4000 hommes. À 8h17, la salle d'interception de l'USS Maryland ressemblait à une étuve close. Il devait faire près de 32 degrés, l'air circulait mal, et les machines vibraient contre les cloisons métalliques. Eleanor Reeves glissa une nouvelle bande d'acétate dans l'appareil et rembobina le fragment sonore avec la minutie acquise après des mois d'écoute. Elle ne cherchait ni du morse, ni un message codé. Elle tendait l'oreille vers l'anomalie, ce frémissement étrange détecté plus tôt, une légère montée d'amplitude, totalement incompatible avec une transmission ordinaire. Le mécanisme cliqueta. La bande se mit à tourner. Le signal réapparut. Un crissement, une note, puis une seconde, identique mais décalée de 0,16 secondes. Et derrière, un infime oscillement harmonique, comme si quelqu'un avait tordu la vibration sonore entre 2 doigts. Elle stoppa la bande, rembobina encore, la relança à demi-vitesse. L'oscillation n'était pas aléatoire. Elle revenait chaque fois que l'opérateur japonais reprenait son souffle, comme si la respiration du soldat déformait légèrement l'espace autour de lui. L'air poussait, l'air revenait. Une pièce entière semblait respirer au rythme de l'homme qui y parlait. À 8h23, elle mesura l'affaiblissement du signal. Premier écho, chute de 9%. Deuxième, 13%. Le troisième se stabilisait à 14,1%. Ça, ce n'était pas de l'électronique. Une distorsion technique décroît. Celle-ci, au contraire, se renforçait, signe que la cavité accélérait la réflexion sonore, un phénomène propre aux zones étroites où 3 galeries convergent comme en un entonnoir naturel. Elle consulta alors un dossier de notes d'ingénierie japonaise, capturé à Guam l'année précédente. L'armée impériale utilisait 2 largeurs standards, 1,2 à 2 mm pour les galeries principales et 0,7 pour les conduits annexes. Si l'écho gagnait en puissance, c'est que le son avait traversé au moins un rétrécissement. Le délai de 0,16 secondes indiquait bien une séparation d'environ 48 mètres. Mais la hausse de volume trahissait la présence d'une chambre plus profonde, un carrefour, pas un simple couloir. Elle compara ensuite les données de température et d'humidité des crêtes nord de Saipan. À l'entrée des tunnels, l'air atteignait 93 degrés Est, et dans les profondeurs, entassés par centaines, les hommes pouvaient faire monter la température à 102 degrés. À de telles valeurs, la vitesse du son grimpait de 1125 à près de 1175 pieds par seconde, modifiant la durée de l'écho de quelques millisecondes, des millisecondes qu'Eleanor avait déjà prises en compte. Elle réévalua la distance, 48,6, marge d'erreur d'environ 2 mètres. C'était précisément l'écart utilisé par le 10e régiment indépendant du génie japonais pour installer les chambres de régulation de pression dans leur réseau étagé. Des chambres essentielles, les abîmés revenaient à couper la respiration de l'ensemble du système. À 8h47, elle compara ce profil avec un autre message intercepté 36 heures plus tôt. Même délai, même oscillation. Conclusion, l'opérateur japonais ne bougeait pas. Il parlait toujours depuis la même chambre, un lieu qui reliait plusieurs branches du réseau. Si personne n'avait découvert cela, ce n'était pas parce que la pièce était invisible, mais parce que personne n'écoutait les réflexions subsoniques. Sa formation en acoustique, matière jugée inutile avant-guerre, devenait soudain la clé de cette carte souterraine. Elle nota une seule phrase dans son carnet : « Ce n'est pas du bruit, c'est le tunnel qui respire. »
À 9h02, elle présenta ses conclusions à l'officier de liaison des Marines. Il parcourut ses notes, fronça les sourcils, puis écarta d'un geste l'hypothèse du carrefour, parlant de simples fluctuations atmosphériques dues à une antenne endommagée. Elle ne discuta pas. Elle avait entendu trop de transmissions pour savoir que l'antenne n'y était pour rien. Elle retourna à son poste, repassa les 8 enregistrements, traça à la main les courbes d'intensité. À chaque pause de l'opérateur, l'écho revenait plus vite durant 2 cycles, puis se fixait. C'était le comportement typique d'une cavité fermée dotée d'une seule entrée d'air majeur. Une salle alimentée par 2 conduits et débouchant sur un troisième. Un trèfle, un étranglement, le cœur physique du réseau. À 9h18, elle refit les calculs. Si 3 tunnels se rejoignaient en un seul point, expliquait-elle, et que l'un d'eux venait à céder, la différence de pression bondirait d'environ 22%. Une brusque poussée qui renverrait vers les galeries profondes un air brûlant, appauvri en oxygène. Les hommes coincés là-dessous seraient forcés d'abandonner leur poste. Et presque à coup sûr, des effondrements secondaires suivraient, poutres qui se tordent, se fendent, cèdent sous l'assaut soudain des charges internes. Elle compara ce scénario au rapport géologique des crêtes nord de Saipan. Le substrat de calcaire corallien, friable, se fracturait selon des lignes très prévisibles lorsqu'il était soumis à un stress inégal. Une seule explosion, placée au bon endroit, pouvait déstabiliser toute une séquence de galeries. La différence entre une intuition et une certitude tenait dans l'écho. À 9h31, elle avait déjà dressé une première ébauche de carte, non pas à partir de photos aériennes ni de documents saisis, mais à partir du son, d'une signature respiratoire. Elle reporta sur la grille les intervalles d'écho. 50 mm, 90,8, 100,46. Ces distances correspondaient parfaitement à l'architecture standard des réseaux défensifs japonais. Son crayon s'immobilisa sur une zone presque anonyme, une simple ligne de relief, un endroit où les Marines étaient dépassés des dizaines de fois sans imaginer ce qui dormait dessous. Elle tapa du doigt sur le point. 1 fois, 2 fois. Le brouhaha de la salle s'évanouit. Il ne restait que la carte, les chiffres et ce battement de 0,16 secondes. Ce n'était pas une chambre quelconque, ni une petite salle. C'était le cœur. À 9h46, elle apporta la carte à l'ingénieur principal du navire. Un sourcil se haussa, puis il parcourut le graphique des échos, s'adossa lentement et resta silencieux près d'1 minute. Enfin, il demanda simplement « Faites-moi entendre l'enregistrement ». Elle lança le fragment. À l'instant où l'écho revint, précis, 0,16 secondes plus tard, il reposa son crayon. La chambre existait. Le carrefour existait. Et s'il existait, alors l'effondrement des 4200 mètres de réseau n'était plus une hypothèse. C'était un plan. À 10h02, plusieurs ingénieurs déployèrent la carte d'Ele-Lanard sur une table de tracé en acier dans une petite salle de calcul coincée sous la superstructure du navire. La chaleur et les vibrations des moteurs faisaient trembler l'air comme un tambour lent. Ils suivirent les mesures au crayon. 48,6 mètres sur la première ligne, 98 sur la seconde, 146 sur la troisième. Le motif n'avait rien de fortuit. Il reflétait la doctrine japonaise d'ingénierie souterraine avec une précision presque inquiétante. Plus les galeries plongeaient profondément, plus les chambres stabilisatrices s'élargissaient. Et plus elles étaient larges, plus la signature acoustique dans une impulsion radio confinée devenait prononcée. L'ingénieur expira longuement en étudiant non pas l'écriture d'Ele-Lanard, mais les chiffres eux-mêmes, qui racontèrent bien mieux l'histoire que n'importe quel document capturé. À 10h09, il saisit un crayon gras et marqua sur une carte géologique les zones porteuses des crêtes nord de Saipan. Le mélange de calcaire corallien y formait des plans de rupture fragiles, sensibles aux pics de pression. Une explosion au bon goulot ne ferait pas qu'effondrer une salle. Elle propagerait une onde de choc dans 3 corridors, tordant les étais, fracturant les dalles et perturbant le flux d'air au point d'asphyxier tout le réseau par déséquilibre interne. Ele-Lanard observa l'ingénieur comparer sa courbe d'écho à un relevé sismique effectué 3 jours plus tôt. Les 2 tracés se rejoignaient en 2 points, parfaitement, pas presque, parfaitement. La chute de 0,29 secondes dans le profil sismique était identique à la chute de son écho. Cela signifiait que la chambre qu'elle avait repérée n'était pas seulement un centre de circulation d'air, c'était la charnière structurelle du système entier. À 10h22, il détailla la mécanique.
Dans un réseau abritant plus de 4200 hommes, la circulation d'air n'était pas un simple confort, c'était la survie. Chaque couloir, chaque salle, chaque puits dépendait de différences de pression permettant à l'air respirable de circuler des entrées vers les profondeurs. Les ingénieurs japonais avaient conçu le système pour qu'une seule chambre régule 3 branches majeures, les magasins occidentaux, les positions de combat du nord et les accès orientaux près du mont Tapucha. La chambre de régulation, celle qu'Elelanard avait détectée par le son, était située exactement 48 mètres de la prise d'air sud. À cette distance, dans l'humidité relevée, le flux circulait de manière optimale. Les Japonais l'avaient calculé, elles l'avaient trouvé. Deux moitiés d'une même équation séparées par la guerre. À 10h37, il réalisa une simulation grossière sur une règle à calcul. Si une charge d'une tonne de TNT était placée directement au-dessus du goulot, à une profondeur d'environ 1,20 dans le calcaire, l'explosion ascendante fracturerait le toit de la chambre. L'onde latérale filerait dans les 3 tunnels connectés, provoquant en moins de 6 secondes une hausse de pression de 22 à 25%. L'onde de pression, expliqua l'ingénieur, ne s'arrêterait pas là. Elle se renverserait, créant une sorte d'aspiration brutale qui s'effondrerait vers les galeries profondes. L'effet serait dévastateur, l'air cesserait de circuler, le dioxyde de carbone grimperait en flèche, et la température, déjà proche de 100 degrés, augmenterait de plus de 11 degrés en quelques minutes. Les soldats tapis dans les niveaux inférieurs seraient déforcés de remonter vers la surface. Les structures, fragilisées, commenceraient à céder les unes après les autres, les poutres tordues sous le poids changeant de la roche. L'ingénieur regarda Elelanard. Son analyse d'écho avait mis à nu le point que le réseau japonais ne pouvait pas se permettre de perdre. À 10h51, il fit appeler 2 officiers des Marines, spécialistes du tir naval depuis la côte. Ils arrivèrent, les carnets pleins de rapports de pertes. Les bouches de tunnels, invisibles de l'extérieur, avaient fauché des dizaines d'hommes durant la nuit. Des équipes de munitions avaient été prises en embuscade à 2 reprises. Les démineurs, eux, avaient tenté de sceller plusieurs entrées suspectes avec des charges, mais le réseau détournait simplement l'air par des conduits secondaires. Rien n'avait fonctionné. Les officiers étudièrent la carte des échos sans un mot. L'un d'eux fit glisser son doigt du goulot repéré jusqu'à un point de la crête nord où des marines avaient signalé un souffle d'air chaud émanant de fissures dans la roche. Pour l'ingénieur, ce courant était la signature de surface de la chambre régulatrice détectée par Elelanard. Tout coïncidait. Le flux d'air, la trace sismique, l'écho, la température, même la forme du terrain. Les Japonais avaient placé leur nœud essentiel exactement où elles l'avaient prévu. À 11h06, le groupe se réunit dans la salle de briefing pour le tir de soutien. Elelanard exposa une nouvelle fois la séquence. 0,16 secondes, 3 tunnels, une chambre régulatrice, un point vulnérable. Elle parlait sans hésiter. La salle n'écoutait pas sa voix, mais les faits qu'elle alignait. L'ingénieur confirma la logique physique. Les Marines, eux, mesuraient l'enjeu stratégique. La plus grande force de contre-attaque japonaise du secteur se cachait sous cette crête. Si le flux d'air s'effondrait, la contre-attaque s'effondrerait avec lui. Ce qu'on leur demandait n'était pas de détruire un tunnel, mais de briser l'épine dorsale d'une armée entière enterrée sous terre. À 11h19, le commandant de l'unité de démolition des Marines arriva. Il était sceptique. 4 jours qu'il faisait sauter des tunnels pour les voir recracher de la fumée par une douzaine de nouvelles bouches. Il remit en question chaque point. Et Elelanard répondit point par point. Pourquoi l'écho semblait-il se renforcer ? À cause de la résonance dans les couloirs qui se rétrécissent. Pourquoi la longueur de la chambre importait-elle ? Parce que les cycles d'air ne se stabilisent que dans certaines géométries. Pourquoi le réseau s'effondrerait-il en moins de 30 minutes ? Parce que la courbe de pression coupe la charge thermique d'un tunnel occupé. L'homme qui avait balayé tout cela quelques heures plus tôt regardait à présent cette carte comme la première chose logique qu'il voyait depuis qu'il avait posé le pied sur l'île. À 11h32, il prit sa décision. Il tenterait l'opération. Pas avec 7 charges dispersées le long de la crête, mais avec une seule parfaitement placée. Pour cela, il avait besoin de coordonnées exactes. Elelanard les lui donna, des coordonnées tirées uniquement du son d'un opérateur japonais en train de respirer dans une chambre de pierre. Le plan était insensé, presque irréalisable,
Mais tout le reste avait échoué et les Marines manquaient de temps. À 11h41, sa carte fut transmise aux observateurs avancés. À 11h49, l'ordre fut validé. Le corps des Marines des États-Unis allait tester une hypothèse folle, qu'un écho de 0,16 secondes pouvait décider du sort d'un réseau souterrain de 4200 hommes. À 12h03, l'officier de démolition quitta le pont de l'USS Maryland. La carte d'L.A. Lanard pliée dans sa poche, le papier déjà ramolli par l'humidité du Pacifique. Il monta sur une embarcation Higgins, cap sur la rive nord de Saipan, avec un objectif qu'aucun homme n'avait encore poursuivi. Trouver une cible qui n'existait que dans le reflet sonore d'une transmission radio. Les Marines du bateau ignoraient tout du plan. Ils ne savèrent pas que les coordonnées venaient d'une technicienne de 24 ans dont la seule proximité avec un champ de bataille était le bruit du morse intercepté. Ils savaient seulement que l'ennemi, sous leurs pieds, préparait quelque chose de massif, de violent, quelque chose qu'il fallait arrêter avant la nuit. À 12h29, l'embarcation heurta le plateau corallien. Une chaleur écrasante les frappa, près de 100 degrés Fahrenheit à la surface, et encore plus auprès des crêtes volcaniques où les tunnels japonais exhalaient leur air vicié. L'équipe de démolition se hâta, se frayant un chemin entre les Marines toujours aux prises avec des tireurs embusqués dans les rochers. Les pertes du matin étaient lourdes. Plusieurs sections avaient été prises d'à revers par des soldats surgissant d'ouvertures invisibles, jamais repérées sur les cartes. Chaque minute durant laquelle le réseau souterrain demeurait intact augmentait les chances que les Japonais lancent une percée massive depuis l'une de leurs galeries profondes. Les renseignements estimaient qu'il pouvait être jusqu'à 400 là-dessous, un régiment entier, littéralement invisible. À 12h47, l'officier de démolition s'arrêta près d'un alignement de rochers déchiquetés. Il déplia la carte d'L.A. Lanard et relut les repères qu'elle avait tracés. Les 48 mètres entre l'entrée d'air et la chambre régulatrice, les 98 mètres du second intervalle, l'angle précis du conduit thermique s'élevant depuis la falaise. Il compara ces chiffres avec le relief devant lui. Tout coïncidait trop bien pour être un hasard. Un souffle d'air tiède glissa hors d'une fissure à peine plus large que 2 doigts. De la chaleur ascendante signifiait du mouvement. Du mouvement signifiait le point exact qu'L.A. Lanard avait annoncé se trouver sous ses bottes. À 12h53, il fit appeler un marine équipé d'une sonde thermocouple. Ils insérèrent l'instrument dans la fissure. L'aiguille grimpa aussitôt, sans déodorant. Ce n'était pas une simple ouverture de surface. C'était un exutoire forcé, alimenté par une chambre pleine d'hommes. Si la chambre régulatrice se trouvait réellement là-dessous, la température devait frôler 100 degrés moins dans le conduit supérieur, augmentant avec la profondeur. C'était exactement ce que montraient les mesures. Le modèle d'L.A. Lanard n'était plus une théorie. C'était une carte née de la physique. À 13h02, il se mit à genoux pour évaluer l'épaisseur du calcaire, croustillant près de la surface, plus tendre en profondeur. Il traça un rectangle au sol, environ 1,2 sur 2 mètres. L'emplacement devait être parfait. Un décalage de 50 cm suffirait à canaliser l'explosion vers un espace mort, réduisant son efficacité de plus de 60%. Il fallait frapper pile sur le sommet supposé de la chambre régulatrice. Ils commencèrent à creuser, d'abord en surface puis plus profond. La sueur coulait sous leurs uniformes sous un soleil implacable. Des tireurs japonais ouvraient sporadiquement le feu depuis des fissures invisibles. 2 marines ripostèrent, un autre ramena un caporal blessé. Personne ne cessa de travailler. Plus ils attendaient, plus ils risquaient que les Japonais modifient manuellement la circulation d'air en ouvrant ou fermant des conduits, ce qui aurait pu modifier la résonance qui avait guidé L.A. Lanard. À 13h27, ils atteignirent la profondeur cible, environ 4 pieds. Le calcaire était plus friable, presque crayeux. L'officier inspecta la cavité, c'était précisément la texture décrite dans les notes d'L.A. Lanard. La chambre régulatrice, taillée plus profondément, aurait été renforcée par une roche plus dense, mais son plafond, lui, pouvait présenter le schéma de charge requis pour produire l'écho détecté. Il déposa alors la charge de TNT, 40 blocs, soit 1000 livres d'explosifs. De quoi réduire en miettes le goulot si la géométrie jouait en leur faveur. Il raccorda le détonateur, vérifia les circuits 3 fois, puis ordonna à son équipe de se replier le long de la crête. À 13h42, il contacta le centre de tir. On lui confirma, la charge était armée. Une fenêtre d'1 minute. Un lieutenant des Marines lança le compte à rebours. Le vent balayait la crête, mêlant au parfum de sel celui de la poudre. Sous ses pieds,
l'officier perçut un léger grondement. L'air aspiré vers le bas, signe que la chambre, encore intacte, respirait toujours. Et Lélanard avait eu raison. Tout concordait, et tout reposait sur un signal que presque tout le monde avait jeté à la corbeille. À 13h43, il appuya sur le détonateur. L'explosion ne tonna pas. Elle claqua. Une onde sèche, fulgurante, propulsa une colonne de poussière et de calcaire pulvérisée dans le ciel. Mais la véritable déflagration se produisit en dessous. Le sol tressaillit. La chambre souterraine venait de se rompre. La pression à l'intérieur des tunnels grimpa en une fraction de seconde. Les 3 galeries connectées se comprimèrent comme des tuyaux écrasés. L'onde choc s'y engouffra à plus de 300 prémétès. La crête vibra sous leurs bottes. On entendit les poutres et les étais se briser en cascade. Le bruit ne ressemblait pas à une explosion. C'était un long craquement, un soupir sinueux, le réseau qui rendait son dernier souffle. À 13h44, l'air chaud cessa de monter du conduit. Le flux s'était inversé. Il était maintenant aspiré vers le point d'effondrement. La chambre régulatrice ne fonctionnait plus. Les calculs des ingénieurs s'avéraient exacts. La pression se rééquilibrait contre les mauvaises parois, les galeries profondes seraient privées d'oxygène en quelques minutes. À 13h47, les effondrements secondaires débutèrent. Un grondement sourd secoua la crête. De la poussière jaillit de 3 fissures distantes d'une centaine de mètres. Les Marines crièrent des avertissements. L'air scintillait sous l'effet de la chaleur expulsée par le choc souterrain. Un panache de fumée jaillit d'un évent qui venait d'éclater. Le nuage se dissipa trop vite. Preuve supplémentaire que l'air avait inversé son trajet. Dans les galeries profondes, peut-être 1 millier de soldats japonais affrontaient maintenant une catastrophe de pression. À 13h52, l'officier de démolition reçut un message radio. Les coups de feu le long de la crête avaient nettement diminué. Les Marines progressant sur les pentes nord tombaient sur des groupes épars de soldats japonais hébétés, surgissant de sorties secondaires. Certains suffoquaient, luttant pour trouver de l'air. D'autres soldats japonais émergeaient des fissures en portant des caisses de munitions chauffées à blanc par la montée soudaine de température sous terre. Un prisonnier, haletant, toussant à s'en déchirer la gorge, expliqua aux interprètes que les grandes salles avaient perdu leur souffle. Les tunnels, dit-il, étaient en train d'étouffer. À 14h01, la réaction en chaîne atteignit son paroxysme. La chaleur dans les galeries fit un bond de 11 degrés. L'humidité se condensa sur les plafonds et dégoulina en torrent sous l'effet des variations de pression. Des réseaux de fissures se mirent à éclore partout dans la roche. La chambre régulatrice n'était plus qu'un tas de débris. Le réseau qui avait abrité 4200 hommes ne pouvait plus fonctionner comme un ensemble cohérent. L'unité japonaise n'était plus un régiment, mais une mosaïque de groupes isolés, paniqués, disloqués. À 14h09, l'officier de démolition transmit un bref message à l'USS Maryland. Le nœud est détruit. Aucune explication n'était nécessaire. Sans circulation d'air, la grande offensive nocturne que l'armée impériale préparait devenait impossible. Les Américains venaient de renverser la bataille, non par des lance-flammes, non par des grenades, mais grâce à la trace harmonique d'un écho de 0,16 secondes. À 14h14, la crête cessa finalement de trembler, mais pas le sous-sol. Sous les bottes des Marines, l'île vibrait par pulsations irrégulières, signe d'une dégradation structurelle se propageant dans l'espace confiné des tunnels. L'officier compta les intervalles, 7 secondes, puis 5, puis 4. Cette accélération révélait l'effondrement successif des poutres de soutien. Chaque rupture reportait la charge sur la suivante. Chaque transfert augmentait la pression sur les galeries inférieures. L'effondrement n'était plus local. Il se déplaçait. À 14h17, un premier panache majeur jaillit. Une colonne de poussière monta depuis une fissure à une 60aine de mètres à l'ouest du point d'explosion, accompagnée d'une bouffée d'air brûlant. Le choc thermique frappa les Marines comme l'ouverture d'un four. Le nuage s'évapora presque instantanément, preuve que l'air dans les tunnels avait d'abord inversé son sens, puis cessé de circuler entièrement. Avec un évent en moins, tout le réseau, qui dépendait de 3 grandes prises d'air et de 7 conduits secondaires, perdait son équilibre vital. Sans la chambre régulatrice, plus rien n'orchestrait l'échange de pression. L'air stagnait. La chaleur montait. Le dioxyde de carbone atteignait des niveaux capables d'étouffer un homme en moins de 90 secondes. À 14h19, un observateur avancé rapporta entendre un grondement sourd, lointain, venu du sous-sol.
Ce n'était pas du tonnerre. C'était l'effondrement interne du corridor 12, un passage de 36 mètres menant aux salles de stockage orientales. Les poutres, tordues par la nouvelle pression, avaient cédé. Le toit s'était abattu, scellant le couloir en son milieu. De la poussière monta plus haut sur la pente. Un effondrement secondaire, exactement selon les calculs d'Ele Lanard. L'officier transmit, le système se replie sur lui-même. À 14h23, des Marines près du ravin nord virent des soldats japonais surgir par petits groupes de sorties secondaires qui n'existaient même pas sur leur carte. Ce n'étaient pas des unités organisées. Ils ne portaient que des fusils et des gourdes. Beaucoup toussaient de manière incontrôlable. L'un s'écroula à une dizaine de mètres de la crête, cherchant à respirer un air si chaud qu'il lui brûlait la gorge. La chaleur en dessous l'avait forcé à remonter. Dans les deuxièmes niveaux du réseau, la température était passée de 98 degrés à 109 degrés. Même des soldats aguerris ne pouvaient rester conscients dans un tel environnement. L'armée impériale avait conçu ce réseau pour résister aux bombardements, pas à un choc thermique interne. À 14h26, un second effondrement majeur se produisit. Un grondement roula sous la roche, suivi d'une onde de poussière qui se répandit le long de la crête comme une fumée de cratère. Cela provenait de l'effondrement de la chambre 5, l'une des casernes profondes où l'on estimait qu'environ 80 hommes étaient recantonnés. Le calcaire corallien se rompit le long de veines naturelles. Le plafond de la chambre s'affaissa de 8 pouces en une seconde, puis se détacha entièrement dans la suivante. Une poussée d'air surchauffé projeta un nuage brûlant par les conduits connectés. Sur la crête, les Marines virent la poussière s'échapper de 3 fissures différentes simultanément. La preuve irréfutable que le centre nerveux du réseau était détruit. À 14h31, la température du sol autour de la crête monta de 1,8 degrés, un phénomène exceptionnel en plein après-midi. La raison, l'inversion du flux d'air créait un goulot thermique qui piégeait la chaleur dans les galeries les plus profondes. Cette chaleur se diffusait maintenant vers l'extérieur depuis les entrailles du réseau où des centaines de soldats japonais attendaient des ordres pour une percée coordonnée. La température dépassa 113 degrés, l'oxygène chutait, le dioxyde de carbone montait. Les cerveaux s'embrumaient, les hommes chancelaient, abandonnés à leurs armes. L'assaut préparé depuis des jours, rigoureux, synchronisé, méthodique, se désintégra dans le chaos. À 14h36, une escouade de marines progressant sur la crête intercepta un groupe de 17 soldats japonais tentant de fuir par un puits d'aération effondré. Ils ne chargeaient pas. Ils ne couraient même pas. Ils suffoquaient. 5 furent capturés vivants. Un interprète interrogea un sergent qui peinait à articuler. L'homme répéta une seule phrase. « Nos tunnels sont morts ». Lorsqu'on lui demanda ce qu'il entendait par là, il désigna le sol, puis imita un toit qui s'écroule. Enfin, il accompagna le geste d'un lent souffle de la main, le dernier soupir d'un système qui s'éteint. À 14h41, Eleanor écoutait depuis la salle d'interception. Un nouveau signal, faible et haché, venait d'arriver sur la fréquence japonaise qu'elle surveillait depuis l'aube. Le morse vacillait, l'opérateur au bout du fil perdait le rythme. Et surtout, l'écho avait disparu. Pas réduit, pas déformé, inexistant. Cela ne laissa aucun doute. La chambre régulatrice n'existait plus sous une forme fonctionnelle. L'effondrement avait brisé la structure même qui produisait la signature harmonique. Désormais, sous terre, il ne restait qu'un labyrinthe de poches isolées, de passages morts, plus de circulation d'air, donc plus de mouvements coordonnés, et donc plus aucune possibilité de contre-attaque. À 14h47, une troisième secousse sismique fit vibrer la crête, plus forte que les précédentes. Un grondement de 4 secondes qui fendit un bloc de roche en deux et fit dévaler des éclats le long de la pente. Ce nouveau chaos provenait de la vaste galerie proche des tunnels de combat ouest. Les renseignements estimaient que près de 900 soldats y étaient abrités. Le réseau de pression rompu transformait ces salles en fours. La charge thermique grimpa encore de 6 degrés, l'oxygène presque épuisé, la chaleur toujours plus intense. Les hommes furent forcés de chercher n'importe quelle sortie. Les marines en poste au-dessus virent soudain un flot de combattants hébétés émerger de conduits jamais identifiés sur les photographies aériennes. Certains semblaient frappés par la chaleur, uniformes trempés, visages gris, mouvements incertains. La forteresse souterraine n'était plus une forteresse. C'était un piège. À 14h55, une section américaine avançant le long de la crête supérieure rencontra une résistance minimale. Des positions qui avaient craché le feu la veille étaient maintenant silencieuses.
En atteignant l'une des principales bouches de tunnel, ils la trouvèrent scellée par une paroi compacte de calcaire effondré. Ils tentèrent de creuser. La pierre était cuite, fusionnée par une chaleur interne monstrueuse. Le réseau qui avait formé la colonne vertébrale de la défense japonaise à Saipan venait de s'autodétruire. À 15h04, l'officier de démolition revint sur le lieu de l'explosion. La poussière montait encore par les fissures brisées. L'air sentait la roche brûlée. Il transmit un message à l'USS Maryland. Pression écroulée. Plusieurs galeries compromises, résistance coordonnée nulle. La nouvelle parvint à la salle d'interception quelques minutes plus tard. Hélène Lanard l'entendit. Pour la première fois depuis qu'elle avait isolé cet écho de 0,16 secondes au petit matin, elle laissa son souffle s'échapper. Sa carte, construite uniquement à partir du son, était juste. L'effondrement s'était produit presque exactement selon ses prévisions. Défaillance primaire à 48 mètres, effondrement secondaire à 90 nits, désintégration totale du réseau en moins de 27 minutes. Les chiffres avaient remplacé l'hypothèse. La physique avait remplacé le hasard. Le plus grand sanctuaire souterrain de l'île était tombé non sous la force brute, mais sous un détail que personne d'autre n'avait perçu. À 15h19, la crête nord de Saipan retrouva un silence qu'elle n'avait plus connu depuis l'arrivée des premiers Marines 9 jours plus tôt. Plus de tirs depuis des meurtrières cachées, plus d'éruptions soudaines depuis des évents invisibles, plus de contre-attaques coordonnées depuis les galeries enfouies. L'effondrement du nœud régulateur avait accompli ce que 4 divisions, des milliers d'obus et des jours de combat rapprochés n'avaient pas réussi à obtenir. Dissoudre la capacité japonaise à agir comme une force organisée. Ce qui restait sous terre était dispersé, asphyxié ou grimpé vers la surface pour échapper à la chaleur qui achevait ce que l'explosion avait commencé. À 15h26, les rapports affluèrent de tous les fronts. À l'ouest, les Marines du 24e régiment avancèrent de 160 yards en moins d'un quart d'heure, une progression qu'ils n'avaient pas connue depuis 2 jours. Aucune balle ne venait des pentes au-dessus. Les postes de mitrailleuses, qui les avaient cloués depuis le 24 juin, étaient muets. Lorsqu'ingénieurs et fantassins inspectèrent la plus proche meurtrière, ils la trouvèrent à moitié obstruée par de la roche tombée et une poussière épaisse collée à leurs bottes. À l'intérieur, 3 mitrailleuses, type 96 abandonnées, des canons encore chauds, des munitions dispersées, les servants partis, non repliés, submergés par le chaos interne. À 15h41, les médecins examinant les prisonniers japonais signalèrent hypothermie aiguë, intoxication au dioxyde de carbone, déshydratation sévère. Beaucoup de prisonniers n'avaient pas été capturés par choix. Ils avaient été poussés vers la surface par l'effondrement, expulsés des profondeurs comme du souffle d'un volcan mourant. Leur pouls était chaotique. Leur température corporelle dépassait les 104 degrés. Leurs uniformes ruisselaient d'une condensation épaisse, résultat du déséquilibre atmosphérique sous terre. Plusieurs d'entre eux répétèrent à la même phrase, chacun dans son dialecte. La montagne a expiré. Pour eux, l'événement n'avait rien de tactique, il était élémentaire. Leur forteresse n'avait pas été vaincue. Elle était morte. À 16h05, l'ampleur de la catastrophe devint évidente. Les patrouilles de Marines qui progressaient dans le secteur nord-central tombèrent sur des bouches de tunnels scellées par de gigantesques dalles de pierre, comme si un vérin hydraulique les avait pressées en place. Mais il n'y avait ni machine, ni outils, seulement la gravité et la chaleur. Une galerie effondrée mesurait près de 70 pieds depuis l'entrée obstruée jusqu'à la ligne de fracture. Une autre s'était affaissée sur toute sa longueur, une dalle de 9 pieds de large ayant traversé le plancher et se tenant telle une pierre tombale. Les Japonais avaient passé des mois à creuser ces chambres. Une seule explosion, guidée par les chiffres dans le carnet d'Hélène Lanard, les avait rendus inertes. À 16h22, les Marines du 23e régiment signalèrent par radio que l'activité des infiltrateurs japonais avait chuté de 90%. Les attaques furtives qui les tourmentaient chaque nuit depuis le 15 juin avaient tout simplement cessé. Sans circulation d'air ni stabilité structurelle, les galeries profondes ne pouvaient plus abriter des groupes organisés. Ceux qui tentaient encore de se coordonner suffoquaient avant même d'atteindre leur point de rassemblement. Avant la tombée de la nuit, la dernière contre-offensive japonaise organisée s'était effondrée avant d'exister. À 17h08, l'état-major de l'île calcula ce qu'aurait coûté un réseau intact. Les estimations prudentes parlaient de 1200 pertes américaines supplémentaires, les plus pessimistes de 1800.
résultat d'un assaut nocturne coordonné soutenu par les chambres de tir dissimulées. Rien de tout cela ne se produisit. La déflagration de 13h43 avait supprimé la menace avant qu'elle ne se manifeste, un détail qui n'avait pas sauvé des dizaines d'hommes, mais des milliers. À 18h11, le général commandant la 2e division des Marines nota dans son journal que l'effondrement avait ouvert les plaines du Nord comme une porte. Le lendemain, ces hommes avancèrent sur un terrain jugé impraticable depuis une semaine. Libérés du danger venant du sous-sol, ils progressèrent plus vite. Le 28 juin, la crête fut entièrement sécurisée. Le 9 juillet, l'île fut déclarée capturée. Saipan était tombée. Les Mariannes étaient aux mains des États-Unis. Et le rayon d'action des bombardiers B-29 venait de changer à jamais, plaçant le Japon continental à portée directe. Un tournant stratégique qui allait remodeler la suite de la guerre du Pacifique. Mais tout cela, Hélé Lanard n'en savait rien. Elle ne reçut qu'un message bref, presque clinique, effondrement total, réseau neutralisé. Aucune mention de son nom. Aucun crédit. Son analyse acoustique n'apparut que dans une note technique obscure que presque personne ne lirait. Les officiers qui l'avaient mis en doute passèrent à leur nouvelle mission. L'officier de démolition rejoignit son unité. Les Marines continuèrent à se battre. L'histoire absorba le résultat sans se demander qui l'avait rendu possible. L'effondrement d'un réseau souterrain de 4200 hommes ne devint pas une légende comme le drapeau hissé au sommet du Suribachi. Il n'y eut pas de photographie iconique, pas de héros chargeant à découvert, seulement une femme inconnue, un son que personne n'avait remarqué, et un calcul auquel personne ne croyait, jusqu'à ce que la Terre elle-même lui donne raison. À 19h30, le soleil déclinait sur Saipan, projetant de longues ombres sur les crêtes éventrées où tant d'hommes avaient combattu, saigné, rampé et donné leur vie pour quelques mètres de roches volcaniques. Le tumulte de la bataille n'était plus qu'une série de coups de feu dispersés, loin sur l'épine dorsale de l'île. La chaleur montant du sol emportait non seulement de la poussière, mais l'empreinte d'une forteresse qui n'existait plus. Sous ces falaises, où 4 200 soldats japonais avaient autrefois attendu dans un labyrinthe taillé pour résister à tout, il ne restait que des cavités brisées et un air mort. Le réseau qui avait garanti à Tokyo une défense prolongée s'était éteint en moins d'une demi-heure. Non par la force brute, non par la supériorité numérique, mais par un écho de 0,16 secondes aperçu par une femme qui n'était jamais censée infléchir le cours d'une bataille. À 19h11, Eleanor Reeves posa enfin le pied sur le pont de l'USS Maryland. C'était la première fois de la journée. Le ciel se teintait d'ambre. Le vent portait une légère odeur de cordite venant des crêtes du nord. Elle ignorait quel tunnel avait cédé, où se trouvait exactement le point d'explosion. Combien de vies avaient été épargnées, combien d'attaques avortées. Elle savait seulement une chose, l'écho avait disparu. La chambre ne respirait plus. Le signal qu'elle avait réécouté jusqu'à connaître chaque variation n'existait plus dans le monde. Son travail l'avait effacé. Cette absence d'écho, preuve irréfutable, avait pourtant un poids. Elle venait de mettre fin à quelque chose d'immense, d'invisible et de mortel. Et elle l'avait fait avec un crayon, une règle et une discipline que presque personne ne comprenait. À 19h18, un officier des Marines la croisa sur le pont. Il la reconnut de la salle d'interception. Il inclina simplement la tête, un geste plus sincère que n'importe quelle décoration qu'il aurait pu épingler à son uniforme. Des hommes comme lui avaient passé des jours à ramper dans la chaleur et la fumée, à voir leurs camarades tomber sous des embuscades surgies de tunnels impossibles à cartographier, de bouches d'aération impossibles à refermer. Maintenant, ces bouches étaient des muettes. Les embuscades avaient cessé. Ils n'avaient pas besoin de rapport pour comprendre pourquoi. La crête avait expiré pour la dernière fois. Ce qui vivait dessous, ce qui avait tenu en échec une division entière, était terminé. À 19h26, un faible signal clignota dans le système d'interception. Une transmission japonaise, fragile et hésitante, probablement envoyée par un opérateur survivant près d'un évent de surface. La cadence morse était brisée, le rythme incohérent. Aucun écho, aucun retour harmonique. Seulement des coups frénétiques d'un homme qui émettait dans un système qui désormais ne respirait plus. Eleanor écouta une seule fois. Puis elle coupa le récepteur. Le message n'avait rien d'opérationnel. C'était le dernier battement d'un réseau conçu pour être éternel, réduit au silence par une loi physique que personne ne jugeait pertinente.
Elle quitta la pièce sans un mot. À 19h41, le rapport officiel sur la stabilisation du secteur nord parvint au navire. Le ton était clinique. Galerie compromise, résistance perturbée. Nulle part son nom n'apparaissait. Nulle part il n'était précisé ce qui avait réellement brisé le réseau souterrain. L'histoire retiendrait les régiments, les brigades, les commandants, la poussée vers le nord, la chute de Saipan. Mais pas ce moment, dans une salle d'interception suffocante où une femme inconnue trouva la faille qui détourna le cours d'une campagne et redessina la réalité stratégique du Pacifique. À 19h58, les lumières du pont s'allumèrent. La nuit descendait sur l'île. Les Marines creusaient de nouvelles positions, conscients que l'avancée du lendemain serait plus aisée que celle de la veille. Ils ne savaient pas pourquoi. Ils n'avaient pas besoin de le savoir. Une seule personne à bord comprenait la chaîne entière, du signal à l'effondrement, et elle rangeait ses notes dans un dossier que personne ne lui demanderait jamais.